Alors je vous rejoins tout à fait, et je vous sens d'ailleurs un peu ému en arrivant là, parce que j'ai peut-être touché un point un peu sensible, mais oui, ce moment particulier, j'enseigne moi-même, et je me rends bien compte que tout le monde n'est pas, comment dire, on n'a pas toujours face à soi des esprits brillants. En philosophie, on peut tomber sur Philippe Bernard Rollo qui est dans la salle ne va pas me contredire, je pense. On trouve des dissertations qui sont de l'ordre d'un copier-coller. On trouve des dissertations dans lesquelles rien n'est mouvant. Et de temps en temps, on a une graine de génie, une perle. Et le maître pourrait très bien se dire, mais attends, tais-toi, raison imbécile, tu vas pas dépasser le maître, ouais. Et non, il faut avoir l'humilité de reconnaître que vous avez des étudiants brillants, qu'à des moments ils vous sidèrent parce que d'un coup vous dites mince, j'aurais aimé avoir cette idée, il l'a eu lui, mais il est bon, et en même temps savoir les orienter pour façonner ce début de talent qu'ils ont, des graines de talent, pour que ça devienne quelque chose, ben voilà, c'est là. Et vous, en plus, comme il y a un rapport à la sensibilité, c'est comme un droitier, enfin un gaucher qu'on veut contrarier pour qu'il écrive que de la main droite, si vous contrariez quelqu'un qui a déjà un mouvement qui lui est propre, vous pouvez passer peut-être à côté, et lui aussi du coup, parce qu'il n'a pas l'encouragement à poursuivre dans la voie du mouvement qui lui est propre. Et je crois que les bons formateurs, comme les bons enseignants, c'est ceux qui saisissent ça. On transmet, on assiste, on donne les méthodes, on montre, et à un moment donné, on se place en retrait, sinon c'est pas possible. Alors qu'en étant le maître, le docte-maître, on a tendance à être devant. Et ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je vais lire un petit passage, parce que ça rejoint ce que nous disions. La salle de cours est un sanctuaire. Voilà. Moi, j'adore, moi. Pythagore l'habite. Sub, Poilera, grands ferronniers qui ont marqué le XXe siècle y ont élu domicile. Les murs sont tapissés de croquis, de documents anciens, de photos diverses réalisations venant alimenter l'inspiration. Le silence y règne, ce qui contraste avec le vrombissement de l'atelier. Voilà. Ici, l'ouvrage à réaliser prend corps, chute, on réfléchit. On s'escrime parfois. Mon rôle consiste à apporter les éléments techniques qui doivent permettre l'éclosion. Les réussites sont variables, souvent inégales, car ce sont souvent les moins aptes qui fournissent les plus gros efforts. Voilà. C'est ça la réalité. Et quand vous avez Hegel qui écrit à un moment donné, l'art va devenir tellement n'importe quoi qu'on va remplacer le silence des ateliers par des bavardages, eh ben on a tout compris. C'est que justement, l'art, le savoir-faire, comme un bon livre, ça suscite le respect. Et c'est dans le silence qu'on peut accueillir ça, parce que, forcément, ça touche à quelque chose. Et vous n'avez pas cité n'importe qui. Pythagore l'habite, et on sait que Pythagore, c'est quand même celui qui disait à ses premiers apprentis 5 ans de silence. Il leur imposait 5 ans de silence. 5 ans dans lesquels ils recevaient dans le silence le plus absolu, donc ils avaient le temps de méditer les paroles qui n'étaient pas toujours forcément justes, qui ne faisaient pas forcément écho, parce qu'entendre quelqu'un parler, on peut se dire des fois, mais je ne suis pas d'accord, mais quand vous devez vous taire, vous ne pouvez pas rebondir par passion. La maîtrise de soi, elle est énorme. Donc le silence de l'atelier, c'est là aussi, c'est chut, je réfléchis, ma main conduit, voilà. Et à ce moment-là, il y a une sorte de magie du silence, on pourrait dire. Merci, c'est votre interprétation. C'est quand même aussi la vôtre, parce que vous l'avez écrit. Hein. J'y donne un peu de relief peut-être, ou en tout cas j'essaye de le mettre en avant, mais c'est ça, c'est ce que vous dites quand même. Vous êtes dans cet état d'esprit. Mais vous pouvez reprendre le micro, du coup, je vous ai dit. Je ne pourrais que confirmer ce que vous dites, bien évidemment, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Mais en effet, je crois que tout est là-dedans. Je veux dire que dans l'expression que vous venez d'utiliser, dans la traduction que vous venez de faire de ces quelques termes, c'est vrai que, me semble-t-il, nous trouvons l'essence même du métier et de la réflexion, de la création, et donc de l'exercice d'un art qui mérite d'être cité. Dans l'action d'enseigner, de former, de transmettre, je crois qu'il y a une prise en compte très importante de l'autre. C'est l'autre qui est intéressant, et je pense qu'à partir du moment où on a compris que dans l'autre on pouvait investir à des niveaux tout à fait variables, tout à fait, c'est ce que j'indique, eh bien on considère qu'ils ont besoin de reconnaissance, parce qu'ils avaient perdu la connaissance, il faut la reconnaître à nouveau, et c'est dans l'exercice que j'ai un peu pratiqué que je crois on peut trouver toute
l'expression de l'individu à travers cette relation humaine, une relation permanente d'homme à homme, d'individu à individu, de gens qui sont là pour le même but, avec des rôles différents, mais qui ont des rôles complémentaires en quelque sorte, un émetteur et un récepteur au sens technique du terme, mais quelque part des individus qui se parlent. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on revient effectivement à de l'humain, et en même temps, l'humain est la question d'aujourd'hui qui fait qu'il faut toujours tout rentabiliser, l'humain est l'utile. Et vous savez, je vous rejoins parce que, vous savez, autant on peut parler de la communication, tech de com et compagnie, et ça fait recette, autant quand on parle de philosophie, vous savez, c'est très difficile en philosophie parce que comment il faut apprendre à réfléchir, produire du beau raisonnement, et puis on entend dire, mais ça sert à quoi, hein? Et on a des expressions abominables, mais c'est quoi ces philosophes, tous des suicidaires ou des gens qui se masturbent le cerveau? Les mots que nous entendons régulièrement. Ce qui veut dire que quelque part, on a quand même l'impression d'être dans le regard de l'autre, de drôles de personnages quand même, hein, dépressifs ou à moitié siphonnés, quoi, hein, en gros. Ou alors un peu à travailler la boîte à conserve, comme il aime à dire. Alors bon, ou habiter. C'est un peu pénible parce que l'artiste il ressemble à ça aussi. Lorsqu'il a une idée de génie, quand il veut la mettre en œuvre, effectivement il y a quelque chose qui se produit. La transmission elle est essentielle. Qu'on transmette un métier manuel, ou quand on a la responsabilité des idées, parce que combien d'enseignants ne s'investissent plus, il faut quand même le dire, combien peuvent passer à côté? Combien de jeunes gens sont aussi gâchés parce qu'à un moment donné, on ne les écoute pas quand ils disent « moi j'aimerais faire ceci ou faire cela ». Non, tu ferais mieux de... Combien, moi j'en vois arriver à la faculté avec... Ils ont déjà fait une année ailleurs, médecin parce que papa est médecin, avocat parce que papa voulait être, enfin que le fils soit avocat. Ils font une année pour faire plaisir parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se rebeller. Et finalement, ils perdent leur temps pour que les parents écoutent enfin parce qu'il y a un échec. Ah bon, tu veux faire ça, ben... puisque tu ne pourras pas faire comme ton père, voilà. Donc on le voit ça. Donc, vous voyez, que ce soit un travail manuel ou un travail intellectuel, je crois qu'il faut avoir en considération effectivement l'autre, ne pas trop s'écouter soi et savoir ce qu'il veut, le laisser exprimer ce qu'il veut. Quand il commence à s'exercer, le laisser exprimer son talent, même si au début on trouve que c'est un peu grossier, parce qu'on a peut-être, nous, plus de maîtrise en fin de compte de la matière en question, et puis c'est en s'essayant, hein. Encore, il faut s'appliquer, faire, refaire, défaire. On apprend en faisant, pas autrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, alors bien sûr, on laisse beaucoup de gens de côté. On a ce don particulier, on cultive les paraîtres, alors là ça en y va, hein, à gogo. Et puis le fondement, l'ontologie, vous savez, cet être à développer, à densifier, les vertus, les qualités, les belles choses. Aujourd'hui on les réprime un peu, on les botte en touche parce que faire de l'esclandre, vous savez les YouTube là où tout le monde va cliquer sur des trucs complètement débiles, on fait monter le buzz, mais c'est hallucinant ça. Et pourquoi ne pas faire monter des buzz justement sur des gens qui s'appliquent, sur des personnes sur lesquelles on voit qu'il y a un travail discret, mais il est là, c'est efficace. On est en crise, mais pas crise forcément financière, d'exemplarité. Aujourd'hui, tous les trucs farfelus fonctionnent, toutes ces choses-là, et on oublie l'essentiel, hein, comme disait Saint-Ex, hein, toujours, hein, l'essentiel est invisible aux yeux, il est perceptible au cœur, c'est dessous, et la matière, il faut qu'elle se travaille, la matière qui est l'humain hein, aussi, hein, parce que si on continue à se croiser les uns les autres sans jamais se voir, si on est dans une sorte d'errance comme ça, qui fait que on se croise, voilà, on croise des silhouettes, on n'est pas dans l'humain. Et travailler une matière, c'est être déjà dans la continuité de l'homme. Enfin, le métier d'homme, hein, voilà, c'est essentiel à mon sens, ces qualités. À un moment donné, il y a l'individu qui doit prendre sa place. Et là, me semble-t-il, c'est une culture qui doit se développer à travers l'individu. Et là, le formateur, c'est là qu'il a un rôle majeur. Exploiter ce qu'il y a de meilleur dans l'individu pour procéder à son épanouissement. Voilà l'exercice. Et l'exercice n'est pas toujours facile, vous comprendrez, puisque en plus vous êtes obligé de personnaliser. C'est presque du préceptorat que vous faites, parce que les tempéraments, les mentalités, les cultures, les vies sont différentes, et donc vous devez vous ajuster. Ça, c'est un exercice savoureux. Deviens ce que tu es. Voilà, deviens ce que tu es. Et pas ce que tu veux, ce que je veux que tu sois. Deviens ce que tu es. Et travaille à cela pour pouvoir être bien. Voilà, avec un B majuscule dans les valeurs. Mais écoutez, on pourrait encore parler bien longtemps, mais je pense que tout le monde a envie de boire un verre peut-être. Vous avez peut-être une ou deux questions à poser à notre invité. Merci en tout cas pour cet échange riche. Merci à vous. Et j'ai beaucoup aimé parler avec vous parce que moi je m'y retrouve tout à fait là-dedans, puisque donc
Je ne suis pas indifférente au métier manuel, j'ai pratiqué certaines choses, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant toujours d'avoir cet échange parce qu'on pose trop ce fossé entre d'un côté ceux qui font travailler que la tête, ceux qui ne travaillent que des mains, alors qu'on oublie que un intellectuel qui n'aurait pas travaillé de ses mains, il ne peut pas comprendre ce que vous avez écrit, de la même manière que quelqu'un qui a un peu d'intelligence ne peut pas comprendre non plus ce que c'est que l'artisanat et l'aboutissement de l'artisanat dans une belle idée. Merci beaucoup. Si vous avez une ou deux questions, peut-être pas plus, parce qu'après, on